Bien. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala sayyidina wa sallam mursalin. Alors, bonsoir à tout le monde. Je me retrouve encore une fois sur un autre enregistrement et peut-être une dernière vidéo que je vous envoie pour clôturer et finir notre programme. Je vous rappelle que dans la dernière vidéo que je vous envoie sur la plage Classroom, mais également sur la chaîne YouTube. On avait commencé un chapitre 5 et un chapitre dernier sur lequel on a présenté des lois de probabilité. Et sur les lois de probabilité, on avait proposé deux choses. Et les lois qui sont discrètes et également les lois qui sont continues. Alors, les lois discrètes, on a commencé par la loi binomiale et la loi hypergéométrique. Ça, c'était l'objet de la dernière vidéo. Maintenant, je vais continuer dans cette section en présentant la dernière loi, qui est la loi de Poisson. C'est toujours une loi qui est je dirais, qui est discrète. Et après, je passerai sur la deuxième section de ce chapitre, qui présente la loi qui est continue. Ben, la seule que je présenterai, c'est la loi qui est normale, mais que je vais étendre également sous un autre concept qui est nouveau, qui est la loi normale centrée réduite. Donc, encore une fois, je vous rappelle que je vais essayer de suivre un petit peu la même structure. Donc, pour chaque loi, on va essayer de présenter sa définition. On présentera également sa notation, c'est-à-dire son processus de base qui va nous permettre de calculer ses probabilités. Donc, quand je dis ces probabilités, ça signifie le fait de donner les éventuelles valeurs qui sont prises par la variable aléatoire, qu'elles soient discrètes ou continues, mais également leurs probabilités respectives qu'on peut éventuellement représenter d'abord sous forme d'un tableau ou sous forme d'une densité, ça dépend de la nature de la loi, mais également, je dirais, le fait de passer par une représentation graphique, et trois aussi, le fait de calculer ses principales caractéristiques. Les principales caractéristiques qu'on a fait l'autre fois, c'est le fait de calculer leur moyenne et leur variance, et par conséquent les écarter. On peut éventuellement, ça c'est le quatrième point qui peut être possible, on peut éventuellement finir par la représentation graphique. Alors la représentation graphique, ça se fait pour la loi, la variable aléatoire, mais on peut le faire également pour la fonction de répartition. Rappelez-vous que pour la loi, bah, c'est une forme, je dirais, qui respecte la loi tout simplement. On a dit c'est quelque chose qui peut être un diagramme en battant quand la variable est discrète, la variable aléatoire, mais c'est une sorte de graphe qui montre, je dirais, une sorte de croissance, décroissance dans le cas où c'est une fonction de densité, ça dépend de son évolution. Mais quand c'est une fonction qui est de répartition, non, c'est une fonction qui est monotone, non croissante. On a dit à plusieurs reprises, soit c'est en escalier dans le cas de discret, sinon, ben, c'est une courbe qui commence par le point d'origine, le 0, et il augmente jusqu'à atteindre un maximum de A, ben, il reste sur le 1. Donc, à la croissance, ben, il peut être convexe, concave, etc., mais il ne peut jamais décroître. C'est pourquoi on parle de monotone, non décroissante. Donc, sans tarder, je vais partager avec vous l'écran. J'espère que je vais être très clair également là-dessus. Euh, en démarrant avec ce que je viens de dire maintenant, la dernière loi qui nous reste, c'est la loi de Poisson. Donc, on va voir. Donc, je vais activer le diapo. Voilà, chose faite. Euh, donc, on va le mettre ici. Donc, la suite, après avoir terminé la loi binomiale et la loi hypergéométrique, je vous rappelle quand même que c'était deux lois qui étaient vraiment essentielles et importantes, sachant que l'une représente l'opposé de l'autre. La première loi, la loi binomiale, elle correspond à un tirage qui se fait avec remise, alors que la loi hypergéométrique, elle correspond à un tirage qui se fait sans remise. On avait parlé des caractéristiques qui sont de tirage qui est fait avec remise dans le cadre de la loi binomiale, tirage avec remise, deux éventualités qui sont mutuellement exclusives, les variables, plutôt les probabilités de l'événement considéré de l'événement contraire et sont constantes. Ce sont des tirages qui sont indépendants et donc par conséquent, ce sont des tirages qui sont non exhaustifs. Alors que pour la loi hypergéométrique,
Le tirage, il se fait sans remise. Et dans ce cas, oui, c'est toujours deux éventualités qui sont mutuellement exclusives. On a parlé de caractère A et caractère B, mais ce sont des probabilités qui changent suite au tirage. Donc, d'un tirage à l'autre, il y a la probabilité de l'événement ou de l'événement contraire qui va changer, mais également, ce qui fait automatiquement que ce sont des tirages qui sont dépendants. Et par conséquent, ils peuvent être des tirages aussi qui sont exhaustifs. Alors maintenant, la loi de Poisson. La loi de Poisson, c'est un petit peu un processus qui est spécial. Un processus qui est spécial parce que on s'en fiche complètement de la nature du tirage, qu'il soit avec remise ou sans remise, peu importe. À chaque fois, je vous le dis, quand vous parlez d'une loi de probabilité, d'une norme de probabilité, d'un modèle de probabilité, il faut aller droit au but. Il faut prendre la particularité, la spécificité. Et donc, la spécificité, il faut toujours la chercher au niveau de chaque loi. Pour la loi binomiale, c'est le tirage avec remise. Pour la loi hypergéométrique, c'est le tirage sans remise. Mais pour la loi de Poisson, non. Alors, on démarre déjà avec une définition. On dit qu'une variable aléatoire X suit une loi de Poisson, donc un processus de Poisson. Alors, Poisson, c'est pas le Poisson que vous connaissez, mais ça, c'est le nom de la personne qui l'a inventé. Alors, il génère le modèle suivant. Donc, je vous donne directement le processus de calcul. Donc, c'est une loi qui est discrète, telle que la probabilité que la variable aléatoire prend la valeur K, ben, elle va être égale à l'exponentielle de moins M fois n à la puissance de k sur k factoriel. Donc, k, c'est la valeur qui est prise par la variable x, la variable aléatoire, qui suit une loi de Poisson. Et m, c'est la principale caractéristique de cette loi. Alors, c'est la principale caractéristique parce que c'est en même temps son espérance mathématique, mais également sa variance. Donc, la moyenne ou l'espérance mathématique et la variance dans ce cas de figure, elles sont toutes les deux égales. Alors, m, il est exactement égal à quoi? C'est une valeur, mais c'est une valeur qui est égale à la valeur de n fois la valeur de p. Alors, encore une fois, le n, c'est le nombre de tirages qui sont effectués, alors que P, c'est la probabilité de l'événement considéré. Alors, encore une fois, c'est très intéressant. Un, il faut avoir une sorte d'ensemble qui est d'origine, un ensemble qui est de référence, un ensemble qui est le premier, l'oméga. Deux, on considère un événement spécifique, hein, ce qu'on appelait un événement qui est considéré. Un événement considéré qui peut être le A, le B, le C, etc., qu'on note généralement le X. Alors, le X il devient une variable. Pourquoi? Parce qu'il va avoir tout un ensemble d'éventualités. Des éventualités, on va leur attribuer directement des valeurs. Et dans ce cas, automatiquement, on va la valeur de K, la valeur de K plus 1, la valeur de K plus 2, la valeur de K moins 1, la valeur de K moins 2, etc. Tout dépend des valeurs qui sont prises par la variable aléatoire. Mais pour chaque événement, certainement, vous avez une probabilité qui est de calcul. Je viens de le dire, on s'en fiche complètement de la nature du tirage. Qu'il soit faire les grands mises ou sans remise, ce n'est pas ça ce qui va être intéressant pour faire le choix sur la loi de Poisson. Donc, vous avez ici M, si vous êtes en train de vous poser la question. Le M, c'est quoi? Le M n'est autre que le produit, le N fois P. Le N, c'est le nombre de tirages effectués dans l'épreuve, sur l'exercice, dans votre cas, alors que P, il est exactement égal à la probabilité de l'événement qui est considéré. Certainement, la probabilité de l'événement contraire va être égale à 1, c'est Q qui va être égal à 1 moins P. C'est automatiquement le complément. Et la valeur de K, ce sont les valeurs qui sont prises par la variable aléatoire. Là, je parle toujours de 0, de 1 et de 2, etc. Mais tout dépend. Ce sont des valeurs qui peuvent être négatives également. Tout dépend de la chose. Vous avez cette exponentielle, c'est un paramètre que vous connaissez, c'est 2,71 qu'on calcule toujours mathématiquement. La question qu'on doit se poser, et c'est la question que je viens de poser ou de me poser avec vous, mais quelles sont les caractéristiques de cette loi? Quand est-ce qu'on peut, quand est-ce qu'on peut utiliser, quand est-ce qu'on peut calculer et utiliser cette loi qui est de probabilité? Alors, cette loi, la loi de Poisson, ça s'appelle aussi, et encore, la loi des petites probabilités. Voilà ce qui est vraiment très intéressant. La loi des petites probabilités. Ça signifie quoi? Ça signifie les probabilités qui sont vraiment minimes. Les événements dont les probabilités de réalisation sont des probabilités qui sont pratiquement impossibles. Ils ne sont pas égales à 0, mais ils s'approchent indéfiniment de la valeur de 0. Car il est souvent utilisé pour représenter ce qu'on appelle des phénomènes qui sont rares. Finalement, les phénomènes qui sont rares, ce sont les phénomènes tels que la probabilité de leur réalisation, il est pratiquement nul.
Il n'est pas impossible pour qu'il soit égal à 0, mais il est proche de 0. Donc, vous voyez, donc, ce n'est plus le tirage avec remise ou sans remise ou autre. Ce n'est plus les éventualités qui sont mutuellement exclusives et sont peut-être un 2 ou la 3 ou la 4. Bon, ça, c'est l'ancienne histoire. Ça, c'est le cas de la loi binomiale et le cas de la loi hypergéométrique. Mais maintenant, à chaque fois quand vous voyez, peut-être que vous aurez les premières informations qui sont définies sur les deux éventualités, sur le tirage qui se fait avec remise, sans remise, etc. Mais dès que vous voyez que la probabilité, c'est une probabilité minime, bon, vous allez me poser la question, c'est quoi cette probabilité qui est faible ou minime? Ben, tel que inférieur à 0,1, tel que 0,01, tel que 0,001. Là, ce sont des probabilités qui sont vraiment minimes. Si la probabilité il est vraiment très faible pour l'événement considéré, ben, l'événement considéré devient un événement rare, un phénomène rare. Et dans ce cas, il est beaucoup plus proche du processus de Poisson au lieu que ce soit un processus binomial ou un processus qui est hypergéométrique. Et dans ce cas, au lieu d'utiliser la loi binomiale parce que c'est un tirage qui se fait avec remise ou la loi hypergéométrique parce que c'est un tirage qui se fait sans remise, ben on va automatiquement cette fois-ci utiliser la loi qui est de Poisson. Elle parce qu'on a une probabilité qui est vraiment très faible, ce qui va nous conduire vers la notion je dirais, des événements qui sont rares. Donc, là, j'attire votre attention. C'est vraiment la chose la plus intéressante sur le processus qui est de Poisson. Alors, je vous donne quelques exemples. Le nombre d'accidents dans une usine, hein, ben, je considère que ça, c'est quelque chose de vraiment très rare. Si on est dans une usine telle que les accidents et là, ils ont une probabilité qui est importante, ben, ce n'est plus une usine, hein, c'est un problème, c'est la catastrophe. Généralement, ce sont des accidents qui arrivent, mais qui arrivent rarement. Et donc, ça doit être le modèle ou le processus de Poisson. Le nombre d'appels téléphoniques, mais dans un service qui est, je dirais, de réclamation. Si vous êtes dans une entreprise telle que le service de réclamation reçoit énormément, ben, c'est un problème. Regardez ce qui se passe, par exemple, ce qui s'est passé dans cette période de confinement. J'imagine que beaucoup d'opérateurs de télécommunications que vous connaissez, ils ont peut-être reçu, moi-même, peut-être j'ai fait des réclamations, vous-même aussi, peut-être vous avez fait des réclamations. Donc, le nombre de réclamations pour la connexion, par exemple, il a augmenté énormément. Donc, ça, ce n'est plus un événement qui est rare. Dans la situation normale, avant le confinement, avant la COVID-19, oui, peut-être on était dans une situation normale et le nombre de réclamations, il était faible. Mais aujourd'hui, il n'est plus le cas. Donc, tout dépend. L'entrée des voitures dans une course, hein. Donc, l'entrée des voitures dans une course, quand vous êtes dans une course, bah, vous voyez que le premier ou le second, il arrive après le premier avec quelques fractions de seconde. Le premier, il a, je dirais, à la centième minute, bah, le prochain, c'est à la centième minute plus quelques petites secondes. Et donc, ça aussi, c'est des événements qui sont rares, etc., etc. Bon, il y a plusieurs. Le pointage, par exemple, des salariés, c'est aussi. Alors, j'ai oublié une autre chose qui est vraiment très intéressante. Quand vous parlez de cette rareté dans les événements, de cette rareté de réalisation, généralement, il est lié à la notion de temps. D'accord? Il est lié à la notion de temps. Alors, en principe, maintenant, vous avez deux choses. Il y a deux indicateurs qui peuvent vous conduire à faire le choix sur le Poisson. Premièrement, c'est la probabilité que vous constatez, que vous voyez, que vous observez, est vraiment très faible, ce qui va nous permettre de parler d'un événement qui est rare. Mais en général, je dis en général, à 99%, c'est un événement qui est lié à la variable temps. Donc, comme je viens de le dire, les accidents dans les usines, les liés au temps, les réclamations dans un service, par exemple, de réclamation, l'entrée des voitures dans une course, le pointage de salariés, tout ça, ce sont des événements qui sont liés au temps. Et donc, ça, c'est un constat qui sort automatiquement. Donc, vous avez deux principales caractéristiques. Euh, alors, maintenant, la notation, donc, on note grand P, hein, grand P, pas comme celui-là, mais le majuscule est fait autrement. Je peux, par exemple, prendre un truc comme ça, ben, je note grand P de M. Oui, donc, là, je note quelque chose qui doit être un grand P comme ça de M. Et le M, je peux même le calculer. Ben, le M, il n'est autre que ce que je viens de dire. Le M, il est égal à la valeur de N fois P. N fois P qui nous donne cette valeur de M.
D'où il vient le N et le P? Ben, le N, c'est le nombre de tirages effectués. Le P, c'est la probabilité de l'événement qui est considéré. Et donc, ça, il est égal à une probabilité. Alors, cette loi, elle dépend d'un seul paramètre qui est égal le M, mais on vient de le dire parce que c'est en même temps son espérance mathématique et sa variance. Donc, vous avez ici quelque chose, le monde qui est compris entre la valeur de M-1 et la valeur de M, mais l'espérance mathématique et la variance, toutes les deux, elles sont égales à la valeur de M qui est égale à N fois P. Il y a aussi une autre caractéristique, si jamais nous sommes dans un cas, on va peut-être prendre deux événements, un événement X1 et un événement X2. Si on suppose aussi que le X1 il suit une loi de Poisson telle que le M1 et le M1 va être égal à N1 fois P1, j'imagine. Et le X2, il correspond aussi à un processus de Poisson de M2, tel que le M2 est égal à N2 fois P2. Bah, dans ce cas de figure, on peut peut-être parler de Poisson qui est de la somme. Donc, je vais peut-être prendre le gain et la perte. Je vais peut-être prendre le premier gain et le deuxième gain. Dans ce cas, je peux peut-être parler d'une loi totale, la loi de Poisson totale, dans laquelle je fais le total sur les deux principales caractéristiques, le M1 fois le M2. Donc, tout dépend des cas. Donc, tout dépend en fait des cas qu'on peut peut-être imaginer. Donc, ce n'est qu'une sorte de, je dirais, de caractéristiques que je lance vite fait dans ce cas de figure. Alors, les conditions maintenant d'application. Donc, déjà, une première condition, je viens de le dire. Quand est-ce qu'on peut penser à une loi de Poisson? C'est dans le cas où on a la probabilité qui est faible et dans le cas où l'événement est lié au temps. Et donc, dans ce cas, automatiquement, je dois utiliser, je viens de dire, quelle que soit la nature de tirage. Donc, la première fois, je l'ai avec vous. La loi de Poisson il peut être introduite soit comme une application à un processus qui génère des événements qui est aléatoires mais qui sont rares, les pannes des machines, les arrivées de bateaux, des clients dans un guichet, des voitures dans une course, et également des étudiants peut-être dans un cours, parce que tout le monde pratiquement il vient à la même heure, mais avec une sorte d'écart qui est vraiment trop faible. Et dans ce cas, je peux peut-être me poser la question, quelle est la probabilité de l'arrivée d'un étudiant? Donc, ça se peut que ce soit une loi de Poisson. Alors, deuxième cas, comme on l'avait fait, vous vous rappelez certainement de ça, on l'avait fait avec la loi binomiale et la loi hypergéométrique. On s'est dit que la loi hypergéométrique, elle représentait le contraire et l'opposé de la loi binomiale, mais finalement, c'est la loi hypergéométrique qui peut être approximée par la loi binomiale. Approximée, ça signifie que là où je dois utiliser la loi hypergéométrique parce que j'ai un modèle qui se fait sans remise, ben, malheureusement, subitement, je peux peut-être utiliser la loi de binomial. Pourquoi? Parce qu'on a dit que dès que la différence entre les deux, il va disparaître. Ben, il va disparaître avec le taux d'exhaustivité et tend vers la valeur de 1. Pourquoi il tend vers la valeur de 1? Parce que le grand N, vous vous rappelez de ça, grand N moins 1 sur grand N moins 1, ben, quand le grand N il augmente indéfiniment, ben, automatiquement le token no, il va tendre vers la valeur de 1. Donc il n'y a plus de différence entre les deux. Ça s'appelle l'ajustement ou l'approximation, la convergence. Ça s'appelle la convergence du loi vers l'autre. Donc la loi hypergéométrique, il converge finalement vers la loi qui est binomiale. Alors là aussi, la loi de Poisson, il peut être une convergence de quoi? De la loi qui est binomiale. La loi binomiale, alors, je l'ai encore une fois, la loi de Poisson il peut être introduite comme une approximation de la loi binomiale. Alors, cette approximation, il est comment? Il est accepté le moment où le n, qui est le nombre de tirages, il est assez grand et le p étant vers la valeur de 0. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment caractéristique. Hein. Alors, encore une fois, c'est la taille de l'échantillon ou le nombre de tirages, il augmente. Mais surtout quand on voit que le P étant vers la valeur de 0, bah, automatiquement, je peux remplacer le tirage avec remise et donc le processus binomial, je peux le remplacer avec le processus qui est Poisson. Ça signifie, là où je dois utiliser le calcul de probabilité en utilisant l'équation de binomial,
bah là, je vais automatiquement laisser tomber la binomiale et je vais utiliser le processus de Poisson. Je vais utiliser l'exponentielle de moins n fois m à la puissance au quart, vous divisez par k factoriel pour pouvoir calculer les probabilités. Pourquoi? Parce que j'ai une raison. La raison, c'est quoi? C'est que la taille de l'échantillon ou le nombre de tirages, je les commente et surtout la probabilité, je la vois, elle est vraiment très faible. Alors, la première fois, j'ai un tirage qui se fait avec remise, j'ai des éventualités, j'ai etc., je dois utiliser la loi binomiale. Mais quand je constate que la probabilité il est vraiment faible et donc l'événement il devient rare et donc il est peut-être même lié peut-être à la question de temps. Donc dans ce cas, je vais automatiquement faire converger la loi binomiale automatiquement vers la loi qui est hypergéométrique. Alors en pratique, quand le pays, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, on s'est dit quand, c'est quoi cet événement, c'est quoi cette valeur de probabilité qui est rare. Donc lorsque le pays est inférieur à la valeur de 0,1. Alors la valeur de 0,1, ça signifie que je vais avoir 0,09 0,08, 0,07, 0,0 et ainsi de suite. Quand ce sont des probabilités qui sont inférieures au n dixième, bah certainement dans ce cas, ce sont des événements qui deviennent rares. Donc voilà, ça, ce sont un petit peu les conditions dans lesquelles vous devez penser à la loi du Poisson. Soit la façon de le faire automatiquement parce que c'est quelque chose qui correspond au processus de Poisson, vu que l'événement il est rare, et qu'elle est liée à un ensemble de temps, soit c'est une approximation, c'est une convergence de la loi qui est binomiale. Donc, ça, c'est pratiquement la fin de la première section. Donc, la première section, on avait les modèles probabilistiques qui sont discrets. Et donc, on a utilisé les modèles probabilistiques discrets. On a utilisé 1, la loi binomiale, 2, la loi hypergéométrique, et 3, c'est la loi de Poisson. Alors, tout ça, c'est discret. Donc, la loi, il va être dessinée sous forme d'un tableau et les variables, ils vont avoir des valeurs qui sont précises. Et la fonction de répartition, la calcul se forme, je dirais, sur le même tableau, mais se forme en termes de représentation graphique sous forme d'escalier et ainsi de suite. Maintenant, les modèles probabilistiques qui sont continus. Donc, là, on va parler de la loi normale 1 et la loi normale sont très réduites. Ça s'appelle déjà la première fois la loi de la place Gauss. La place Gauss, encore une fois, ce sont des personnes qui l'ont présentée. Alors, on dit qu'une variable aléatoire x suit une loi normale, c'est là pour fonction de densité. La fonction de densité, c'est celle-ci. Vous voyez, donc je n'ai plus un tableau, je n'ai plus des valeurs qui sont précises, qui sont entières, qui sont le k est égal à 0, 1, 2, etc. Mais j'ai un intervalle. Et sur l'intervalle, il y a toute une infinité de points qu'on ne peut pas compter. Alors, la fonction de densité, c'est une fonction qui est une application. On a le point de départ, un ensemble de départ, on a un ensemble d'arrivée. L'ensemble d'arrivée ne change pas, c'est toujours 0,1 parce que ce sont des probabilités. La fonction de densité est égale à cette formule, qui est égale à 1 sur racine carrée de sigma carré fois 2pi, multiplié par l'exponentielle de quoi? De moins 1 sur 2 fois x moins m sur sigma à la puissance de 3. Je comprends, comme vous, hein, c'est quelque chose qui est beaucoup, c'est trop de choses, etc. Mais je vais vous expliquer. Donc, le x en principe, ça doit être la valeur qui est prise par la variable aléatoire, c'est ce que vous avez ici. La valeur de pi, c'est la valeur de pi que vous connaissez, c'est le 2,14. Donc, c'est un paramètre mathématique que vous connaissez. Le sigma carré, vous allez voir, le sigma carré, ça va être la variance de cette loi, la loi normale. Sigma carré, ça va être sa variance. La variance, elle est égale à sigma carré. D'où, depuis qu'on a commencé, et depuis même que vous avez commencé l'année, le premier semestre, vous parlez de variance de x, il est égal à sigma carré. Et la valeur de m, c'est sa moyenne, c'est son espérance mathématique. Voilà, donc, alors que l'exponentielle, on vient de dire, c'est 2,61, c'est le paramètre. Alors, le problème qu'on a avec cette loi, déjà, encore une fois, il faut comprendre que, je dirais que la fonction, c'est une fonction qui, qui a ses principales conditions qui sont d'application. Donc, les principales conditions d'application, ça signifie quand est-ce qu'on doit penser à une loi qui est normale. Vous allez le comprendre. Normalement, c'est dans le cas où on a une situation qui est normale. On a la situation qui est normale, ça signifie qu'il y a tout un ensemble de facteurs, tout un ensemble d'indicateurs qui mènent directement vers cette loi. Alors, j'imagine, par exemple, je dirais le succès de l'entreprise. Le succès de l'entreprise, ce n'est pas la résultante d'un seul facteur.
Ce n'est pas grâce à l'entrepreneur, ce n'est pas grâce au marché, ce n'est pas grâce je dirais, aux clients, ce n'est pas grâce aux concurrents. Il y a tout un ensemble de choses, il y a une multitude, tout un ensemble de facteurs qui mènent directement vers ce résultat qui doit être peut-être le succès ou éventuellement l'échec de l'entreprise. Dans ces conditions, en principe, on doit penser peut-être à une loi qui est normale. Quand vous êtes sur quelque chose où il y a un facteur ou deux facteurs, quelques facteurs qu'on peut compter sur les doigts, ben, ce n'est pas normal. Vous voyez, donc même dans notre langage, normal, ça signifie, ben, c'est quelque chose qui est habituel, c'est quelque chose tel que les facteurs qui influencent, ce sont des facteurs qui sont différents, qui sont en une multitude, mais surtout, hein, donc ils sont une multitude de facteurs, mais surtout que il n'y a aucun facteur qui est prépondérant. Hein, donc vous avez deux. C'est un ensemble de facteurs, c'est beaucoup de facteurs, mais aucun facteur n'est prépondérant. Je n'ai aucun facteur n'est prépondérant. Il n'y a aucun facteur qui peut être privilégié par rapport à un autre. Chaque facteur a une part de responsabilité, a un point d'influence, a une participation. Et donc là, on hésite de dire que c'est grâce à ceci ou à cela. C'est je dirais, à cause de ça ou de l'autre. Je suis revenu sur voilà, donc ça c'est la loi, on vient de dire c'est la loi normale. Alors la loi normale est entièrement déterminée par sa moyenne qui est égale à m et son écart type qui doit être égal à sigma, ou sa variance qui doit être égale à sigma carré. Donc comme tout à l'heure on a dit euh, le poisson il varie en fonction d'un seul paramètre, une seule caractéristique. Ça c'est la loi du poisson. Il dépend de m, le m il est égal à n fois p, alors que la loi normale, on l'écrit comme ça. C'est le grand n, comme une loi normale. Dans les caractéristiques, c'est m et sigma. Alors m, c'est son espérance mathématique, et sigma, c'est son écart type. Ou sigma carré parfois, qui devient sa variance. Comme l'autre fois, on a utilisé grand B pour la binomiale et on a mis entre parenthèses le n et le p. Alors le n, c'est quoi? C'est le nombre de tirages effectués. Et le P, c'est la probabilité de l'événement considéré. Mais c'est N fois P qui doit être égal à l'espérance mathématique de la loi binomiale. C'est N fois P fois Q qui devient également l'écart type ou la variance de la loi qui est binomiale. Donc, vous voyez, donc, ce sont là aussi deux principales caractéristiques, la valeur de M et la valeur de sigma. Alors, j'attire votre attention quand même parce que tout le monde est étonné par ça. Imaginez-vous que vous allez utiliser cette équation pour calculer les probabilités. Alors, supposons que j'ai f de 1. F de 1, ben, il est égal à 1 sur racine de sigma carré fois 2 fois pi fois l'exponentielle de moins 1 sur 2, 1 moins m. Déjà, je dois avoir le m, je dois avoir sigma, je dois avoir sigma carré, etc. Et imaginez-vous que vous allez utiliser ça au niveau de votre calcul. Ça devient un petit peu lourd, hein? C'est quelque chose qui est un petit peu compliqué. Alors, la représentation graphique, bon, ça, c'est juste un point d'interrogation que je pose avec vous et je vais vous dire pourquoi je le fais. Donc, je reviendrai par la suite. Alors, la représentation graphique de la loi normale. Alors, il y aura autant de représentations graphiques qu'on a de valeurs de sigma et de valeurs de m. Donc, vous voyez, donc, on a le m qui doit être généralement une sorte de moyenne, une sorte d'espérance mathématique qui doit être au centre. Et le sigma, ben, elle représente, je dirais, euh, la largeur, elle représente l'étendue, l'écart. Hein. Donc, c'est la distance par rapport à cette moyenne, à droite et à gauche. Hein. Quand vous calculez l'écart type, c'est le fait de se distancer par rapport à la moyenne, qui est l'espérance mathématique, soit positivement, donc on est à droite, soit négativement, et on est à gauche. Donc, c'est l'étendue. Donc, vous voyez, donc, c'est vraiment typique par rapport à ce que vous avez même fait avant. Alors, cette loi particulière a une représentation unique. Hein, donc, elle est unique, mais elle est centrée sur sa moyenne. Donc, je vais vous montrer ici un schéma sur lequel vous allez voir différents cas. Alors, les différents cas, ils changent selon la valeur de sigma carré. Vous voyez qu'en général, l'espérance mathématique est égale à m, qui est égale à mu ici. Ben, il est égal à la valeur de 0. Donc, pour la courbe qui est en jaune, la courbe qui est en rouge, la courbe qui est en bleu, c'est exactement, ils ont une moyenne qui est égale à 0. La première, la seconde et la troisième, ils ont une moyenne, l'espérance mathématique est égale à 0. Alors que l'écart type ou la variance, ben, il change. Hein. Je passe de 0,2 à 1 et de 1 à quelque chose qui est égal à 5. Alors, qu'est-ce que vous constatez? À chaque fois quand la variance
et il diminue, quand la variance elle diminue, l'écart type il va se rétrécir. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une tendance à des valeurs, à prendre des valeurs qui sont proches de l'espérance mathématique. Vous voyez que la courbe, par exemple, bleue, elle est plus, je dirais, bon, les valeurs elles sont plus proches à cette valeur de 0, qui est l'espérance mathématique, que la courbe qui est rouge. Pourquoi la courbe qui est rouge? Parce que je passe d'une variance 0,2 à une variance qui est égale à 1. Alors que celle qui est en jaune, elle est plus étendue. Donc, il est plus étendu, mais pratiquement, il devient pratiquement parallèle à l'axe des abscisses. Pourquoi? Parce que l'écart type là ou la variance là, je dirais, il est élevé. Donc, quand les valeurs de l'écart type vont augmenter, ça signifie que c'est la distance par rapport à l'espérance mathématique qui va augmenter. Et dans ce cas, on va avoir une sorte de, je dirais, d'une forme qui va être aplatie, qui va avoir tendance à s'élargir, et donc il va s'éclater. Donc, il va y avoir une sorte d'éclatement, une sorte de répartition un petit peu différente. Alors que dans le cas où la variance il est faible, mais la valeur il est moins élevée, on va avoir une sorte de rétrécissement. Donc, le rétrécissement, ça signifie que ce sont des valeurs qui deviennent proches de, je dirais, de l'espérance mathématique qui ici est égale à la valeur de 0. Par contre, la courbe qui est verte, c'est un petit peu différent. La moyenne d'élèves n'est pas égale à 0, elle est égale à moins 2. Donc, vous voyez, il est centré ici. Il est centré sur la valeur de moins 2. C'est ici que j'ai la valeur de 2. J'ai des valeurs qui sont à droite et des valeurs qui sont à gauche. Donc, des valeurs qui se distancent, des probabilités qui se distancent par rapport à la moyenne qui est égale à moins 2, soit d'une façon qui est positive, soit d'une façon qui est négative, soit à droite, soit à gauche, en fonction de la valeur qui est de 0,5. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que la représentation graphique de la fonction de densité relative à la loi qui est normale, ben, il est symétrique. Il est symétrique par rapport à son espérance mathématique. Il est symétrique par rapport à son espérance mathématique. Ben, ça signifie tout simplement que la partie qui est à droite est exactement égale à la partie qui est à gauche. C'est comme si vous allez prendre un bout de papier. Ce que j'ai ici au milieu, c'est un petit peu l'espérance, ça c'est l'espérance, et je vais plier l'une par rapport à l'autre. Quand je vais les séparer comme ça, je vais avoir pratiquement une première partie à droite, une deuxième partie à gauche, qui sont un petit peu symétriques par rapport à l'espérance mathématique. Donc, ça, c'est vraiment une caractéristique aussi qui est très intéressante. Alors, en termes de caractéristiques, les autres caractéristiques qu'on calcule, ben, c'est ce que je viens de dire. La médiane, elle est égale à l'espérance mathématique qui est égale le mode, et les trois, ils sont égales à la valeur de m. La loi normale, il est symétrique par rapport à sa moyenne, c'est ce que je viens de dire, avec une variance qui doit être égale à sigma carré. Bah, sigma carré, c'est une valeur qui est toujours positive, hein, donc qui peut être finalement nulle, mais dans ce cas, on est pratiquement sur la même valeur de l'espérance mathématique. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un graphe qui représente la fonction de répartition. Regardez, c'est la fonction de répartition, c'est grand f de x. Grand f de x, c'est la fonction de répartition, et on vient de le dire au début de cette vidéo et également les autres fois, c'est toujours une fonction qui est monotone non décroissante. Il ne peut pas décroître. Il peut peut-être à la limite, on peut se retrouver avec des valeurs qui sont égales, des probabilités qui sont égales, et donc ou des probabilités qui sont nulles, et donc je vais rester sur le même niveau, mais je ne peux jamais décroître. Donc c'est une fonction qui aura tendance toujours à la croissance. On démarre avec toujours la valeur de 0 et on termine avec la valeur de 1. Donc vous avez ici 0 et vous avez ici la valeur de 1. Alors, qu'est-ce qui change d'une couleur à une autre, d'une courbe à une autre? Ben, ce n'est que la valeur je dirais de sigma. Donc, c'est sigma, la valeur de la distance par rapport à la moyenne, qui va nous permettre d'avoir des courbes qui auront plus d'évolution à la croissance et moins d'évolution à la croissance. La courbe toujours verte, vous la voyez, il est un petit peu déplacé parce que son espérance mathématique, il est égal à moins 2. Ce n'est pas une espérance mathématique qui est égale à 0. À 2 cas, nous, on va donner une espérance mathématique qui est égale à 0. Et l'espérance mathématique, il est égal à la médiane. Vous vous rappelez certainement de ça parce que là où il y a la médiane qui est égale à l'espérance mathématique, bah, ça signifie que avec le diagramme qui est croissant, le diagramme qui est croissant, ils vont, je dirais, avoir une sorte d'intersection. Bon, ce n'est qu'un graphe qui représente la fonction de répartition pour la fonction ou pour la loi qui est normale. Alors, maintenant, la loi normale sont très réduite. La question que vous devez poser, parce que là, je suis sur le deuxième paragraphe de cette deuxième section.
Pourquoi la loi normale centrée réduite? Je viens de le dire tout à l'heure, on avait quelque chose qui était un petit peu compliqué à utiliser. Si je remonte avec vous avez cette fonction de densité. F de x est égal à 1 sur racine carrée de 2 fois pi fois l'exponence, etc. C'est beaucoup. Hein. Donc, c'est gênant un petit peu au niveau de calcul. Donc, les gens, ils ont pensé à réduire ça autrement, à calculer ça autrement. Et donc, au lieu de parler juste d'une loi qui est normale, on va parler de la LNCR. La LNCR, c'est la loi normale centrée réduite. Alors, centrée, parce qu'il va être centré au voisinage de 0, d'accord? Il va avoir une moyenne, une espérance qui est égale à 0, et réduite parce qu'il va avoir un écart qui est vraiment faible. L'écart qui est faible, il doit être égal à la valeur de 1. Donc, quand on parle de la loi normale, on est sur f de x qu'on vient de voir. Mais quand on vous dit, tel que l'espérance est égale à n, l'écart type est égal à sigma, mais quand on parle de la loi normale centrée réduite, ce n'est plus le n et le sigma. Le n, il devient 0. Et le sigma, il devient la valeur de 1. Ou le sigma carré. Sigma carré qui est égal à 1, ou sigma il est égal à 1, c'est exactement la même chose. Donc, il est réduit parce que on va rétrécir automatiquement cette distance, cette dispersant au niveau de sa valeur centrale qui est son espérance mathématique. Alors, ça va demander juste une petite transformation. Hein. Donc, ça, c'est ce qu'on avait au début. C'est toujours la fonction de densité pour la loi normale, la Ln. La Ln, c'est la loi normale. Ln, c'est la loi normale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, comme vous faites en analyse mathématique, un changement de variable. Alors, un changement de variable, je vais prendre une valeur de t qui devient notre variable. Au lieu de parler de grand x, je vais parler de grand t. Et tel que la grand t va prendre une valeur de petit t. À la valeur de petit t, je vais spécifier, elle est égale à cette valeur que vous avez ici entre parenthèses. C'est x moins n sur sigma, tout simplement. C'est un changement de variable, un CV. Changement de variable. Changer la variable, ça signifie que je passe d'une variable x à une variable t. La grand x va être remplacée par t. Comment? La valeur de petit t va être égale à x moins n sur sigma. Alors, le x, c'est quoi? C'est la valeur initiale de la variable aléatoire qui est soumise normalement une loi normale. Et pourquoi il devient t? Parce que je retranche la valeur de son espérance mathématique qui est m et je divise par son écart t. Et dans ce cas, je me retrouve avec une nouvelle variable qui est grand t. Dans la valeur de petit t, sa valeur, il va être égal à x moins m sur sigma. Et dans ce cas, son espérance mathématique va être nulle et son écart type et sa variance va être égal à 1, tout simplement. Donc, c'est très simple. Passage d'une loi normale à une loi qui est centrée réduite, c'est le fait d'utiliser le changement de variable que vous voyez maintenant sur l'écran, qui est le t qui est égal à x moins n sur le sigma. Alors, si on dérive par rapport à x, voilà ce qu'on va obtenir. Alors, au lieu que ce soit maintenant f de x qui est égal à 1 sur racine carrée de sigma carré, etc., alors je vais parler de f de t. F de t, tel que est égal, ça c'est la probabilité, hein, donc c'est la fonction de densité. Je l'ai, f de t, ça signifie la probabilité de la valeur de t prise par la variable grand T, qui suit une loi normale centrée réduite. Ben, il est égal à quoi? Il est égal à 1 sur racine de 2pi, racine de 2pi, fois l'exponentielle de moins t carré sur 2. Ben, il suffit de remplacer la valeur de x moins m sur sigma par t. Regardez, si vous allez remplacer ça par la valeur de t, vous allez avoir tout ça, c'est t. T au carré. Donc, ça devient t au carré multiplié par moins 1,5. Donc, ça nous donne l'exponentielle de moins t carré sur 2. Donc, le passage de cette première équation à cette deuxième équation, il est complètement basé sur le changement de variable. Donc, c'est le fait de converger, bon, converger, c'est le fait d'utiliser à la place de la loi normale, d'utiliser ce qu'on appelle la loi normale centrée réduite. Alors, la logique, il voudrait que ça soit fait avec la loi normale centrée réduite. D'accord? Même si vous avez un exercice tel que la valeur de m est égale à une valeur qui est différente de 0, sigma est différente de 1, etc., essayez toujours de revenir sur le cas de la situation qui est centrée et réduite. Et donc, il faut retrancher la valeur de n et il faut diviser par la valeur de sigma. Alors, la notation ou la note, la loi normale ou la loi normale centrée réduite, telle que la valeur de m, c'est 0 et la valeur de sigma, elle est égale à 1. On peut noter carrément la loi normale de 0 et de 1. Donc, je note directement la loi normale de 0 et de 1. Voilà, c'est la loi normale de 0 et de 1, telle que la valeur de la moyenne, l'espérance mathématique elle est égale à 0 et l'écart type va être égal à la valeur de 1.
Alors, entre une loi normale d'espérance mathématique M de sigma, d'écart est égal à sigma quelconque, et la loi normale centrée réduite d'espérance mathématique 0 et de écart est égal à 1, il existe une relation qui doit être fondamentale, c'est ce qu'on vient d'utiliser comme changement de variable, c'est que le f de x est égal à f de t vous divisez par sigma, directement. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est une équation sur laquelle on va établir le calcul par la suite. Donc vous allez le voir. Alors en termes de représentation graphique, c'est un petit peu la même chose. Hein, donc, sauf que, donc ça c'est une fonction de densité, c'est la représentation graphique de la fonction de densité de la loi normale centrée réduite. Pourquoi centrée réduite? Parce que j'ai l'espérance mathématique, qui est centrée sur la valeur de 0. Donc, la fonction est centrée sur la valeur de 0. Son espérance mathématique, elle est égale à 0, que vous voyez ici avec moi sur l'écran. Et son écart type, ben, il est égal à la valeur de A. Donc, on s'écarte de A, soit à droite, soit à gauche. Donc, c'est un petit peu la même forme. Hein. C'est une sorte de... Ça s'appelle aussi, on l'a dit, la place Gauss, mais on l'appelle aussi la loi de cloche, parce qu'il est défini sous forme d'une sorte de cloche. Alors, les conditions d'application maintenant de la loi normale. Donc, je l'ai déjà dit au début, on utilise la loi normale dans les cas où j'ai un processus qui correspond aux conditions d'utilisation de la loi normale. Ce genre de processus, c'est un processus qui est généré par un ensemble de causes, mais ce sont des causes qui sont indépendantes. C'est ce que j'ai appelé les facteurs d'influence. C'est un ensemble de causes, mais qui sont complètement indépendantes l'une par rapport à l'autre. Les facteurs qui sont indépendants l'un des autres. Et dans les faits, il va s'additionner. كل واحد عنده un point d'influence. Il a une partie de responsabilité. Chacun, il a une sorte de gérer d'influence pour générer automatiquement la variable. Mais aucun n'est prépondérant. C'est ce que j'ai dit aussi au départ. Donc, il y a tout un ensemble, mais chaque facteur, c'est tout un ensemble de facteurs, c'est tout un ensemble de causes. Chaque cause, chaque facteur, il a une partie de responsabilité. Il a une sorte de rapport de causalité, il a une sorte d'influence sur la génération de l'événement ou du phénomène, donc de la variable, mais il n'y a aucun qui est prépondérant par rapport à l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui a une sorte de, je dirais, de probabilité qui est relativement forte par rapport aux autres. C'est ça ce qu'on appelle la prépondérance. Bah, finalement, ça signifie que chacun va avoir pratiquement la même participation. On peut peut-être reprendre une notion que j'avais utilisée avec vous, ce que j'avais appelé l'équipe probabilité. L'équipe probabilité, ça signifie que chaque cause, il va avoir pratiquement la même probabilité d'appartenance, la même probabilité d'influence. Il va avoir quelque chose qui est égal à 1 sur n, quand c'est le nombre il est égal à la valeur de n. Donc ça, ce sont les conditions qui sont normales. Si vous voyez dans votre exercice, si vous voyez dans votre cas, si vous voyez dans votre application que euh, il y a tout un ensemble de choses qui génèrent votre variable, bah, il faut penser directement à la loi qui est normale. Si vous voyez que c'est une probabilité qui est vraiment faible, il faut revenir sur la loi qui est de Poisson. Si vous voyez que c'est un tirage qui se fait avec remise, c'est beaucoup plus la binomiale. Si vous voyez que c'est un tirage qui se fait sans remise, c'est beaucoup plus l'hypergéométrie. Vous voyez, donc, c'est des caractéristiques qu'il faut tout simplement respecter. Alors, deux, comme on l'avait fait aussi, je l'ai rappelé avant dans la dernière vidéo, entre la loi hypergéométrique et la loi binomiale, parce que la loi hypergéométrique qui converge vers la loi binomiale, je l'ai dit également aujourd'hui, la loi binomiale, il converge aussi vers la loi qui est de Poisson. En fait, je dois utiliser la loi de binomial parce que c'est un tirage qui se fait avec remise, mais je constate que la valeur de la probabilité est vraiment trop faible, donc je vais automatiquement converger vers la loi de Poisson. Alors là aussi, la loi binomiale, il peut être utilisé, il peut être appliqué en tant qu'approximation, comme une sorte de convergence de points de la loi qui est binomiale. Vous voyez, donc la loi binomiale, il peut converger vers une loi de Poisson comme il peut converger vers une loi normale. Quand est-ce qu'il converge vers la loi du Poisson? Quand la probabilité est faible. Quand est-ce qu'il va converger vers la loi normale? Alors on va voir, en effet, lorsque P n'est ni proche de 0 ni proche de 1. Il est qu'un proche de 0, c'est la loi de Poisson. Il est qu'un proche de 1, ce n'est plus la loi de Poisson. C'est beaucoup plus autre chose.
Mais quand on a une probabilité qui est entre les deux valeurs, la valeur de 0 et la valeur de 1, quand je dis entre les deux valeurs 0 et 1, ça signifie parfois il est proche de 1,5. Hein. Il doit être exactement peut-être proche de 1,5 pour que ça soit exactement sur la valeur médiane entre les deux, entre la valeur de 0 et la valeur de 1. Il peut être proche de 1,5, soit à droite, soit à gauche. Pas forcément qu'il soit exactement une probabilité qui est égale à 1,5. Dans le cas de la pièce de monnaie, il est égal à 1,5 parce que vous avez pile et face. Et chaque valeur, il a une probabilité qui est égale à 1,5. Donc, lorsque la probabilité de l'événement considéré n'est ni proche de 0 ni proche de 1, on peut approximer la loi binomiale par la loi qui est normale. Notamment dans le cas où l'approximation ou la valeur de la variance, parce que c'est une loi qui est binomiale, la variance elle est égale à n fois p fois q, il dépasse la valeur de 9. Donc, vous allez me dire, d'où ils sortent les valeurs de 1, de 0, de 9, bon, ça, ce sont les expériences. Hein. Donc, les personnes, ils ont travaillé sur ça, nous avons travaillé sur ça aussi, donc ça nous montre que c'est des cas qui sont un petit peu typiques. Troisième possibilité aussi, la loi normale est peut-être une approximation cette fois-ci de Poisson. Mais chez la loi binomiale qui tend vers la loi normale, mais aussi le Poisson, il peut converger vers la loi normale. Ça signifie quoi? En principe, j'ai un modèle qui est de Poisson. Pourquoi j'ai un modèle qui est de Poisson? Parce que dit un événement qui est rare, dit une variable qui définit un événement qui est rare. Pourquoi il est rare? Parce que je vois que sa probabilité est faible. Mais exceptionnellement, je peux peut-être converger. Là où je vais utiliser la loi de Poisson, je vais utiliser la loi normale. Donc, je vous dis quand. Alors, on peut le faire, on peut approximer la loi de Poisson par la loi normale lorsque la valeur de n il est pratiquement supérieure à 20. Quand le n, même au-delà de 15, quand le nombre de tirages il augmente au-delà de 15 ou au-delà de 20, même dans le cas où la probabilité il est proche de 0, bah on peut éventuellement utiliser la loi qui est normale. Parce que dans ce cas, dès que la rareté, dans la suite des tirages, il va devenir autre chose. Donc, il va changer au fil des tirages. Donc, vous avez maintenant trois cas d'application de la loi normale. Soit ce sont les conditions de la loi normale, donc les causes qui sont nombreuses, les causes qui sont complètement indépendantes, les causes qui ne sont pas individuellement prépondérantes. Il n'y a aucune qui est privilégiée par rapport à une autre. Soit c'est une approximation de la loi binomiale, notamment quand la valeur de P n'est proche ni de 0 ni de 1, on est pratiquement sur la moitié, ou quelque chose qui est proche de la moitié, qui est égal à 1,5. Ou c'est une approximation de la loi du poisson. En principe, je dois utiliser la loi du poisson, mais quand je vois que la taille de l'échantillon ou le nombre de tirages dépasse la valeur de 15 ou à partir de 20, je peux éventuellement aussi, à la place du poisson, la converger ou l'utiliser ou la remplacer directement par la loi normale. Donc voilà, ça ce sont des... Alors, je suis pratiquement au bout, hein, je suis pratiquement à la fin. Donc, ça, c'est juste un schéma qui représente la totalité des lois qu'on vient de faire jusqu'ici, notamment la loi binomiale, la loi hypergéométrique, la de Poisson et la loi normale. Et également la loi normale centrée réduite. Donc, vous avez 5. Les deux dernières, ce sont des lois qui sont continues. Donc, telles que la probabilité, elle est définie à travers une fonction de densité. Mais telles que les trois premières, binomiale, hypergéométrique et Poisson, ce sont des lois qui sont discrètes. Ce sont des lois discrètes parce que ce sont des variables telles que les valeurs qui sont entières et ce sont des variables entières auxquelles on peut calculer la probabilité, soit avec le processus binomial quand le tirage se fait avec remise, soit le processus qui est hypergéométrique quand le tirage se fait sans remise, soit le processus qui est de passant parce que il correspond à un événement qui est rare, ou lié peut-être à la variable de temps, ou les deux en même temps. Alors que la loi normale et la loi normale sont très réduites, ben, généralement, ce sont des facteurs qui sont nombreux, qui génèrent ensemble l'événement, tel que leur indépendance et tel que là, on n'est pas prépondérant par rapport à l'autre. Bon, et on peut passer de la loi qui est normale à la loi qui est normale sans très réduite. La loi normale, c'est une loi, excusez-moi, je vais juste mettre de, c'est juste un problème de batterie. Donc, j'ai dit que la loi normale, c'est une loi qui se génère à travers un ensemble de facteurs euh, qui sont indépendants, mais il n'y a aucun qui est prépondérant. Et la loi qui est normale centrée réduite, ben, on va avoir juste le fait d'être centralisé sur une espérance mathématique qui est nulle.
il y a un écart type qui doit être égal à la valeur de 1. Donc, en résumé, ça c'est une sorte de récapitulation. Alors, on peut avoir, on a dit au départ, la loi hypergéométrique qui converge vers la loi binomiale. En principe, je dois utiliser la loi hypergéométrique et je peux la remplacer par la loi binomiale. Quand le nombre de tirages il augmente, mais le nombre de la population, le nombre de cardinal de l'ensemble de références, il augmente mieux. Vous vous rappelez, donc, le taux d'exhaustivité grand N moins N sur grand N moins 1. On a dit, quand le grand N il augmente beaucoup, ben, le taux Carnot, il va converger vers la valeur de 1. Deuxième chose, la loi binomiale, il peut converger vers la loi de Poisson. Je viens de le dire. En principe, c'est une loi qui est binomiale. Quand c'est une loi binomiale, ça signifie que j'ai un tirage qui se fait avec qui est déclaré sur l'exercice. Sauf que moi, je constate que la probabilité est faible. On dit deux éventualités mutuellement exclusives, on dit une probabilité, on dit des probabilités qui ne changent pas, qui sont constantes, mais je constate que la probabilité est vraiment très proche, elle est inférieure à 0,1. Dans ce cas, j'ai le droit d'utiliser, de faire converger la loi binomiale vers la loi de Poisson. Ça s'appelle la convergence de loi Einstein, comme je l'ai rappelé. Troisième chose aussi, c'est que cette loi binomiale, elle peut converger cette fois-ci vers la loi qui est normale. La loi qui est normale, bah, comment j'ai une loi qui est binomiale, ça signifie un tirage qui se fait avec en les deux éventualités mutuellement exclusives, sauf que, au lieu de remarquer que P est proche de 0, le P n'est proche ni de 0 ni de 1. Et dans ce cas, je peux peut-être converger vers la loi qui est normale. Surtout quand j'ai la valeur de petit n. Attention, ça c'est une erreur de frappe, c'est petit n fois P fois Q. Et si n fois P fois Q comme variance est supérieur à 9, ben, on peut également le faire. Mais le plus important, c'est la valeur de P. La valeur de P qui n'est ni proche de 0 ni proche de 1, ça signifie qu'il est à peu près égal à la valeur de 1,5, ou il est proche de 1,5. Et finalement, en quatrièmement et la dernière chose, c'est que la loi de Poisson, il peut également converger vers la loi qui est normale. Quand la valeur de n, il augmente au-delà de 15. À partir de 15, à partir de 20, on peut converger d'un processus de Poisson à un processus qui est normal. Alors, dernier constat, vous voyez que finalement, c'est beaucoup plus, c'est la normale qui est la norme, hein, la normale qui est normale. La loi normale, finalement, qui doit être la convergence de toutes les autres lois. Donc, c'est comme si je suis en train de dire que les autres lois, c'est un petit peu des lois qui sont, je dirais, exceptionnelles, ils sont peut-être à prendre avec beaucoup de considération. Quand ce sont des considérations qui ne sont pas respectées, on peut peut-être directement converger vers autre chose. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit maintenant. Je suis pratiquement à la fin et au bout de mes interventions. Donc ce qu'il me reste avec vous, parce que ça c'est la fin du chapitre 5 et c'est la fin de mon programme, ce qui reste avec vous, ouais, le fait que je vous envoie des exercices avec Solisa. Je sais que je vous ai promis de le faire avec le live que j'ai fait avec vous au niveau de l'Instagram. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'attends juste le moment de le faire. Je vous laisse toujours un petit moment pour revoir vos vidéos et comprendre les cours parce que c'est le plus important. Et après, on va voir des séries d'exercices. Donc voilà, je vous souhaite un très bon courage et une très bonne suite relative par rapport à ça. Et je resterai toujours à votre écoute et vous allez voir cette vidéo au niveau de la page de Classroom et également sur YouTube. Merci pour votre attention et je vous souhaite un très bon courage. Salam alaikum.